Au cœur opulent de la ville, le manoir des Lawson était un mausolée de luxe et de silence, un palais de marbre froid qui résonnait de l'absence de joie. À l'intérieur, dans une chambre avec vue sur un jardin impeccable mais sans vie, vivait Amanda, une petite princesse de 8 ans emprisonnée dans son propre corps. Un accident de voiture, un éclat de métal froissé et le dernier soupir de sa mère lui avaient dérobé non seulement sa mobilité, mais aussi l'étincelle même de l'enfance. Son père, Richard Lawson, un titan du monde des affaires dont la fortune pouvait déplacer des montagnes et acheter des royaumes, se trouvait pathétiquement impuissant. Il avait fait venir les plus grands spécialistes du monde au chevet de sa fille, leur offrant des fortunes pour rallumer la lumière dans ses yeux vides, mais le corps d'Amanda restait inerte, et son âme, un cocon impénétrable de douleur, rejetait chaque traitement, chaque supplication, chaque promesse d'un lendemain meilleur. Richard l'observait depuis le seuil, le cœur écrasé par la contradiction de son propre pouvoir. Il était un homme qui commandait des armées de cadres, dont les décisions ébranlaient les marchés mondiaux. Mais il ne parvenait pas à arracher un seul sourire, un seul mouvement volontaire de sa propre fille. La paralysie de celle-ci était un miroir de sa faillite émotionnelle. Il pouvait lui donner le monde, mais il ne pouvait pas lui rendre ce que la tragédie avait emporté. Le vaste jardin, autrefois théâtre des rires de sa femme, ne servait plus que de rappel quotidien de sa défaite. Les infirmières se déplaçaient comme des fantômes dans la maison, parlant à voix basse, et le seul son qui rompait la quiétude était le tic-tac des horloges coûteuses, marquant un temps qui, pour Amanda, s'était simplement arrêté. Il s'éloignait chaque soir, l'odeur d'antiseptique sur ses vêtements de marque, convaincu que sa fille était perdue à jamais dans un abîme où son argent n'avait aucune valeur. Loin des murs de marbre du manoir Lawson, la vie battait à un rythme différent, un rythme de survie et de résilience incarné par la figure de Cola. Un garçon d'environ 10 ans, avec des yeux qui en avaient déjà vu plus que la plupart des adultes, il était un enfant de l'asphalte, un orphelin dont le seul héritage était une liberté affamée. Chaque lever de soleil était un nouveau champ de bataille contre l'invisibilité et l'estomac vide, et sa seule arme était la danse. Pour Cola, danser n'était pas un art, c'était un langage. C'était sa façon de dire au monde qu'il était toujours là, que la dureté des rues n'avait pas brisé son esprit. Ses mouvements étaient maladroits, un mélange d'imitation d'artistes vus dans des vitrines de magasins et de l'énergie pure de celui qui refuse de succomber. Pieds nus sur le pavé chaud, il tournait et sautait, transformant le trottoir en sa scène, offrant des fragments de sa joie contagieuse en échange de quelques pièces qui suffisaient à peine pour le pain de la journée. Ce fut le hasard, ou peut-être le destin, qui guida les pas de Cola jusqu'aux imposants portails en fer de la propriété Lawson. Poursuivant une brise qui transportait le doux parfum des fleurs du jardin, il jeta un coup d'œil à travers les barreaux et la vit. Amanda, une silhouette immobile dans son fauteuil roulant, aussi pâle et fragile qu'une fleur de serre, entourée d'une beauté qui semblait se moquer de sa tristesse. À cet instant, les barrières de classe et de fortune se sont dissoutes. Cola ne vit pas une fille riche. Il vit la personnification de la solitude, une douleur qu'il connaissait intimement, bien que la sienne vécût dans des ruelles sales et non dans des jardins bien entretenus. Une impulsion inexplicable, une vague de pure empathie s'empara de lui. Sans penser à l'argent ou à la récompense, il ressentit le besoin de lui donner le seul trésor qu'il possédait. Prenant une profonde inspiration, il commença à danser là, devant le portail, une performance gauche et pleine d'âme, entièrement dédiée à la petite statue de tristesse qu'il observait. À l'intérieur de son cocon de silence, Amanda observait le garçon. Ses mouvements n'étaient pas gracieux, mais ils étaient vivants, vibrant d'une énergie dont elle avait oublié l'existence. C'était comme si le soleil avait décidé de danser rien que pour elle. D'abord, elle ressentit une étrangeté, une curiosité qui perça le brouillard épais de son apathie. Les médecins, avec leurs voix douces et leurs équipements froids, essayèrent de la réparer comme une machine cassée. Ce garçon, cependant, ne voulait pas la réparer. Il partageait simplement sa lumière sans rien demander en retour. Puis, l'un de ses pas rata, il trébucha et faillit tomber. Mais il se rattrapa avec une grimace si comique et inattendue que quelque chose à l'intérieur d'Amanda se brisa. Une bulle d'air monta de sa poitrine oppressée, passa par sa gorge nouée et s'échappa de ses lèvres comme un son rouillé et fragile. Un rire.
Ce n'était qu'un souffle de joie, mais pour l'univers silencieux du manoir, il résonna comme un coup de tonnerre. Le son voyagea à travers l'air immobile, traversa les couloirs vides et envahit le bureau de Richard Lawson comme une onde de choc. Il lâcha son stylo en or massif, le cœur battant la chamade dans un mélange d'incrédulité et de panique. Ce son, c'était impossible. Courant vers le balcon, ses yeux se posèrent sur la scène qui défiait toute logique. Sa fille. Amanda, les lèvres esquissant un fantôme de sourire, et à l'extérieur, la source de cette perturbation, un gamin sale et en haillons. La première vague d'émotion qui le frappa fut une fureur glaciale, l'instinct protecteur d'un milliardaire dont le sanctuaire avait été violé. Sa main se tendit vers le téléphone pour appeler la sécurité, pour effacer cette tache du paysage parfait de sa propriété. Mais ensuite, ses yeux revinrent vers Amanda. Il vit une lueur, une minuscule étincelle dans l'obscurité de son regard. La colère vacilla, combattue par une vague déferlante d'espoir désespéré. Il était là, l'homme le plus puissant de la ville, paralysé entre l'orgueil et le miracle. La main de Richard se retira lentement du téléphone. Dans cette bataille silencieuse qui se livrait dans sa poitrine, le père désespéré soumit enfin le milliardaire orgueilleux. Il ne pouvait pas comprendre la scène devant lui, mais il en comprenait le résultat. Ce son de rire, le premier depuis presque un Jean était plus précieux que tout son empire. D'un geste presque imperceptible, il fit signe au chef de la sécurité, qui s'apprêtait déjà à expulser l'intrus, de se retirer. Ce fut un ordre silencieux qui allait changer le destin de tous. Le lendemain, Kola revint, le cœur battant, s'attendant à trouver les portails verrouillés et des gardes hostiles. Au lieu de cela, il les trouva entr'ouverts, une invitation muette, et ainsi, une routine sacrée et surréaliste naquit. Chaque jour, à la même heure, le garçon des rues entrait dans le jardin immaculé, non plus comme un intrus, mais comme un guérisseur non officiel, apportant son remède de danse et de joie à la princesse silencieuse, sous le regard vigilant et perplexe de son père. Le jardin, autrefois un monument à la douleur de Richard, se transforma lentement en un sanctuaire de guérison. Les visites de Kola devinrent l'axe autour duquel tournait le petit monde d'Amanda. Il n'apportait pas seulement sa danse, il apportait le monde extérieur dans ses poches déchirées. C'était de petites choses. Une plume de pigeon au reflet bleuté, une pierre lisse et chauffée par le soleil, des histoires de chats de gouttière qui se comportaient comme des rois. Amanda, de son côté, commença à émerger de son brouillard. Ses yeux, autrefois vides, suivaient maintenant chaque mouvement de Kola, avec une intensité qui était presque une conversation. Une infirmière remarqua, avec stupéfaction, que les doigts de la fillette s'étaient contractés dans un effort pour toucher une fleur sauvage qu'il avait placée dans sa main, tandis que l'âme d'Amanda était arrosée par cette amitié improbable. L'esprit de Kola y trouvait aussi sa subsistance. Le but de la faire sourire le nourrissait plus que n'importe quelle aumône. Il n'était plus invisible, il était essentiel. La transformation de Richard Lawson était la plus silencieuse de toutes, se déroulant derrière les baies vitrées de son bureau. L'homme qui mesurait autrefois le temps, en millions de dollars par heure, le mesurait désormais à l'arrivée d'un garçon aux pieds nus. Des réunions avec des investisseurs internationaux étaient reportées, des appels urgents étaient ignorés. Tout cela pour qu'il puisse être le témoin secret de cette thérapie miraculeuse qui se déroulait sur sa pelouse. Mu par une curiosité qui frisait l'obsession, il utilisa ses vastes ressources pour découvrir l'histoire de Kola. Les rapports qu'il reçut dépeignirent un tableau sombre d'abandon et de survie, de nuits froides et de jours de faim. Chaque détail qu'il lisait sur la résilience du garçon était comme un petit ciseau qui brisait l'armure de son propre orgueil. Il voyait en Kola une noblesse d'esprit et une pureté d'intention qui faisait honte aux hommes en cravate avec qui il négociait des fortunes, et un sentiment nouveau, l'admiration, commença à germer dans son cœur fatigué. La preuve irréfutable du miracle arriva un mardi après-midi ensoleillé. Kola faisait une de ses grimaces les plus élaborées, prétendant être un singe essayant de peler une banane invisible, quand Amanda, qui jusqu'alors n'émettait que des sons inarticulés, pointa un doigt tremblant vers lui et dit, d'une voix rauque et fragile, mais indéniablement claire, « Idiot ». Le mot si simple et enfantin frappa Kola avec la force d'un prix, et il explosa dans une danse de pure célébration. Pour Richard, qui entendit tout grâce au système audio qu'il avait fait discrètement installer, le mot fut la plus belle des symphonies,
Les larmes qu'il retenait depuis des mois coulèrent enfin sur son visage. Le soir même, la gouvernante en chef, une femme qui servait la famille depuis des décennies, s'approcha de lui avec inquiétude, remettant en question l'influence de la rue sur la jeune fille. Pour la première fois, la défense de Richard fut féroce. Ce garçon, dit-il avec une conviction qui l'a surpris, est en train de faire ce que toute ma fortune n'a pas pu faire. Il n'est pas une influence. Il est le remède. La déclaration de Richard résonna dans les couloirs du manoir, et l'atmosphère changea du jour au lendemain. Le personnel, qui regardait autrefois Cola avec méfiance, l'accueillait désormais avec des sourires discrets et des actes de gentillesse. La cuisinière se mit à laisser des collations et des jus de fruits frais dans le jardin, et le vieux jardinier apprit au garçon le nom des fleurs. Pour Cola, qui ne connaissait du monde que son indifférence, ces petits gestes étaient un baume pour des blessures qu'il ne savait même pas avoir. Son amitié avec Amanda s'épanouit en quelque chose de plus profond, ressemblant davantage au lien entre frères et sœurs. Un après-midi, assis à l'ombre d'un chêne, elle demanda de sa voix encore hésitante « Ta mère te manque ?» Cola regarda le ciel, le visage serein, et répondit avec une simplicité désarmante « Je ne peux pas regretter quelqu'un que je n'ai jamais eu, mais parfois je l'invente. » À ce moment de vulnérabilité partagée, ils devinrent une famille, unie non par le sang, mais par une compréhension mutuelle des formes que la perte peut prendre. La force qui renaissait dans l'âme d'Amanda commença à se manifester dans son corps. Les kinésithérapeutes, qui travaillaient auparavant avec un espoir protocolaire, assistaient maintenant à des progrès qu'ils qualifiaient de miraculeux. De petites victoires quotidiennes s'accumulaient. La force de s'asseoir sans soutien, la dextérité pour tenir un crayon, et enfin, les séances de physiothérapie, où avec beaucoup d'efforts, elle parvenait à supporter son propre poids sur ses jambes. L'objectif de marcher, autrefois une fantaisie lointaine, devint une possibilité réelle et palpable. Le but était le jardin. C'était là que sa motivation la poussait, vers la scène de son amitié. Un jour, Cola arriva avec un cadeau, un cerf-volant coloré avec une longue queue de ruban. « Il ne vole vraiment que si on court avec », dit-il, les yeux brillants de défi. La promesse de courir dans le jardin à ses côtés, de sentir le vent et de voir le cerf-volant danser dans le ciel, devint le phare qui guidait Amanda à travers la douleur de chaque exercice. Le jour arriva. Le soleil de l'après-midi peignait le jardin de tons dorés et l'air vibrait d'une tension silencieuse, un mélange d'espoir et de peur. Amanda était positionnée entre les barres de soutien, installée sur la pelouse, son sanctuaire. Au bout du court trajet, Cola l'attendait, tenant le cerf-volant coloré, comme un étendard sacré. Sur le balcon, Richard Lawson retint son souffle. Le monde des affaires, avec ses chiffres et ses stratégies, avait disparu, réduit à néant face à cette petite étendue d'herbe. À l'intérieur d'Amanda, une guerre faisait rage. Ses muscles criaient en signe de protestation, de fines aiguilles de douleur à chaque contraction, et la panique de tomber était une voix froide à son oreille. Mais alors, elle regarda le visage de Cola, une personnification de la foi inébranlable, et le cerf-volant, un symbole de liberté. Prenant une profonde inspiration, canalisant l'image d'eux courant ensemble, elle lâcha la barre droite et avec un effort qui déplaça le ciel et la terre en elle, elle fit un pas. Le pas fut instable, un miracle vacillant qui ne dura qu'une seconde avant que son équilibre ne l'abandonne. Un petit cri s'échappa de ses lèvres alors que son corps cédait. Dans cet instant de chute imminente, le temps sembla s'étirer. Du balcon, Richard explosa en mouvement, non pas comme le milliardaire calculateur, mais comme un père dans sa forme la plus pure et instinctive, courant sur la pelouse avec une vitesse qu'il ne se connaissait pas. De l'autre direction, Cola lâcha le cerf-volant, qui flotta et tomba, oublié sur l'herbe, et s'élança en avant. Les deux, l'homme du manoir et le garçon de la rue, arrivèrent à elle au même instant, un de chaque côté, la soutenant dans une étreinte de support. Là, debout entre eux, fragile mais redressée, Amanda pleura. Non, de douleur mais d'une joie bouleversante. Richard regarda Cola par-dessus la tête de sa fille, et dans son regard, il n'y avait plus de scepticisme ni de distance, seulement une gratitude profonde et silencieuse qui disait, sans avoir besoin de mots, « Tu es l'un des nôtres, tu es à la maison ». Le cerf-volant coloré gisait, oublié sur l'herbe, son but magnifiquement accompli. En cette fin d'après-midi, le trio resta dans le jardin, non pas comme un milliardaire,
sa fille fragile et un garçon des rues, mais simplement comme une famille dans sa première étreinte. Les sons qui emplissaient maintenant l'air n'étaient pas ceux du silence ou de la douleur, mais des pleurs de joie et des mots murmurés de réconfort et de fierté. Ce soir-là, la grandeur du manoir sembla se réduire, devenant plus accueillante, plus semblable à un foyer. Richard invita Cola dans son bureau, le même endroit d'où il l'observait autrefois avec scepticisme. L'odeur de cuir et de bois ancien n'était plus intimidante. Avec une solennité qu'il réservait normalement aux plus grandes affaires de sa vie, Richard regarda le garçon et lui fit l'offre la plus importante qu'il ait jamais faite. « Je sais que je ne peux pas remplacer ce que tu n'as jamais eu, Cola, » commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Mais si tu me le permets, j'aimerais être ton père. J'aimerais que ceci soit ta maison, pour toujours. » Cola resta paralysé, les mots de Richard résonnant dans un endroit si profond de son âme qu'il pouvait à peine respirer. Un foyer, un père, des concepts qui pour lui étaient aussi lointains que les étoiles. Toute sa vie, il avait été un fantôme, quelqu'un à travers qui les gens regardaient. Maintenant, cet homme puissant non seulement le voyait, mais voulait le revendiquer comme sien. Les larmes qu'il avait appris à ravaler dans la dureté des rues coulèrent sans contrôle, un torrent d'années de solitude qui s'évacuait. Il ne put former de mots, hochant simplement la tête, vigoureusement, un geste qui contenait tout le oui de l'univers. Plus tard, lorsque Richard raconta à Amanda sa conversation, elle sourit, un sourire qui illumina toute la pièce. Elle se tourna vers Cola, qui se tenait près de la porte, encore abasourdi par le bonheur, et lui tendit la main. « Viens ici » appela-t-elle, la voix forte et claire. « Viens ici, mon frère. » Le mot flotta dans l'air, tissant le lien final, transformant trois âmes brisées en un tout inséparable. Les années qui suivirent transformèrent le manoir Lawson de manière irrévocable. Le silence fut banni, exilé par une cacophonie de pure vie. C'était le son des rires d'Amanda résonnant dans les couloirs, alors qu'elle courait, non plus prisonnière d'un fauteuil, mais libre dans son propre corps. C'était la musique que Cola, désormais officiellement Cola Lawson, apprenait à jouer sur le piano du salon, remplissant la maison de mélodies qui parlaient d'espoir. Et par-dessus tout, c'était la voix de Richard, non, plus tendue et autoritaire, mais chaleureuse et pleine d'un contentement authentique, lisant des histoires à ses deux enfants avant de dormir. Lui, qui s'était autrefois enorgueilli de son empire de béton et d'acier, découvrit que sa plus grande réussite était ce petit royaume d'amour qu'il avait construit sur les fondations de la douleur, un foyer forgé par une danse maladroite et le courage de croire en un miracle. Amanda grandit et devint une jeune femme dont l'empathie était aussi remarquable que sa guérison. L'obscurité qu'elle avait habitée ne la hantait pas. Au contraire, elle devint une source de compréhension et de force. Elle n'oublia jamais ce que c'était que d'être piégée dans le silence. Et c'est pourquoi elle consacra sa vie à donner une voix à ceux qui l'avaient perdue. Avec le soutien total de son père, elle devint la force motrice de la Fondation Tournesol, une organisation qui utilisait l'art, en particulier la danse, comme thérapie pour les enfants traumatisés. La jeune fille qui avait été guérie par un acte de joie parcourait désormais le pays, non pas comme une héritière milliardaire, mais comme une preuve vivante que les blessures les plus profondes peuvent être transformées en une mission pour guérir le monde. À chaque enfant qu'elle aidait à sourire, elle honorait le garçon qui avait un jour dansé pour elle, de l'autre côté d'un portail. Cola Lawson ne perdit jamais la sagesse humble qu'il avait apprise dans les rues. Même entouré de tous les privilèges, ses pieds restèrent fermement ancrés dans la réalité. Il devint un jeune homme brillant et éloquent, mais son plus grand génie résidait dans sa capacité à se connecter avec les gens, à voir l'humanité derrière n'importe quelle façade. Il devint la conscience sociale de la famille, le lien qui les empêchait de s'isoler dans leur bulle de richesse. C'est lui qui convainquit Richard de restructurer sa philanthropie en se concentrant sur les refuges et les programmes éducatifs pour les jeunes sans-abri, avec un modèle qu'il aida lui-même à créer. Le garçon, qui fut un jour invisible pour la société, consacrait désormais sa vie à s'assurer que chaque enfant sache qu'il était vu, valorisé et aimé. Il n'avait pas trouvé un foyer pour échapper à son passé, mais pour lui donner un nouveau sens. Pour Richard Lawson, la véritable richesse se révéla tardivement, mais avec une clarté qui redéfinit toute son existence. Il comprit enfin la leçon que la paralysie de sa fille avait tenté de lui enseigner,
Son pouvoir ne résidait pas dans sa capacité à acquérir, mais dans sa capacité à se donner. Il trouva dans la philanthropie une joie qu'aucune acquisition d'entreprise ne lui avait jamais procurée. Vendre l'une de ses sociétés pour financer entièrement la fondation Tournesol fut la transaction la plus rentable de sa vie. Ses collègues du monde des affaires virent un homme qui s'était ramolli, mais ce qu'il avait trouvé, c'était la véritable force. Son héritage ne serait plus mesuré à la valeur de ses actions en bourse, mais au nombre de vies que sa famille avait touchées, à l'amour qu'il avait appris à donner et à recevoir, et à la sagesse d'avoir adopté un garçon des rues qui, en fin de compte, les avait tous sauvés. Et ainsi l'histoire de la famille Lawson devint un témoignage silencieux d'une vérité universelle. Elle nous enseigne que les plus grands miracles ne naissent pas de la richesse ou du pouvoir, mais d'actes simples et purs de connexion humaine. La guérison des douleurs les plus profondes de l'âme, du deuil qui nous paralyse et de la solitude qui nous isole, se trouve rarement dans la médecine de pointe ou dans des coffres remplis d'or. Elle se trouve dans la vulnérabilité d'un sourire, dans le courage d'une danse sans prétention et dans la magie qui opère lorsque nous ouvrons nos cœurs au plus improbable des remèdes, l'amour. Le jardin de ce manoir, autrefois théâtre de tristesse, a fleuri pour toujours comme la preuve qu'une famille n'est pas faite de sang, mais des choix que nous faisons pour prendre